Punis selon une décision commune. Cela ne signifie pas forcément qu'on fera un procès. Depuis la conférence de Téhéran, en novembre 1943, les Occidentaux connaissent les idées de Staline à ce sujet. Le maître tout-puissant de l'Union soviétique n'en fait point un secret. Il annonce ses intentions au cours d'un dîner qu'il offre à ses chers amis Churchill et Roosevelt. Un dîner à la russe, sans cesse, l'un ou l'autre des convives porte un toast sur ceci ou cela. Le beau temps qu'on espère pour le lendemain, ou les livraisons de matériel de guerre. Chaque fois, tout le monde se lève et solennellement boit une gorgée de champagne de Crimée ou de vodka. Seul Churchill s'en tient obstinément au brandy. Ce soir-là, on est au 20e toast, pour le moins. Le repas touche à sa fin. Jusqu'à présent, pas la moindre fausse note. Stalingrad et El Alamein ayant manifestement sonné le glas de la puissance hitlérienne, une joyeuse unanimité règne autour de la table. Mais voilà que Staline apporte une dissonance soudaine dans cette belle harmonie. Je propose de boire à une justice aussi expéditive que possible pour les criminels de guerre allemands. Buvons à la justice du peloton d'exécution. Il s'interrompt comme pour goûter le silence de plomb provoqué par ces paroles. Puis, martelant chaque syllabe, il poursuit. Je bois à notre résolution de les liquider dès leur capture. Tous, sans exception. Il y en aura quelques 50 000. Un bruit de chute fait sursauter tout le monde. C'est la chaise de Churchill qui s'est renversée. Le vieux lutteur s'est dressé d'un bond avec une rapidité surprenante chez un homme aussi corpulent, aussi flegmatique. De tels procédés, s'écrie-t-il écarlate, seraient en contradiction formelle avec les conceptions que nous autres Britanniques avons du droit et de la justice. La Grande-Bretagne ne se prêtera jamais à l'accomplissement d'un assassinat collectif. Jamais. Staline a l'air de bien s'amuser, note Elliot Roosevelt, fils du président des USA, et son adjoint secrétaire biographe. Impassible en apparence, il répond d'un ton courtois, tout en nous adressant des clins d'œil complices. Churchill lui-même, dans ses mémoires, rapporte l'incident dans tous ses détails. Staline estimait qu'il fallait d'abord liquider le grand état-major des Allemands. D'après lui, la puissance de frappe des armées hitlériennes dépendait essentiellement de quelques 50 000 officiers et experts. Leur exécution détruirait la capacité militaire allemande pour des générations. Je répliquai que ni le Parlement britannique, ni notre opinion publique n'accepteraient des exécutions sommaires. Les Russes commettraient une lourde erreur en sous-estimant notre fermeté sur ce point. Et comme Staline insistait sur la nécessité de fusiller au moins 50 000 hommes, je déclarai d'un ton glacial qu'à mon sens, l'exécution sommaire était inadmissible. Tout homme nazi ou non devait être jugé régulièrement, c'est-à-dire en tenant compte des faits et preuves établies. Staline secoue la tête. Alors Churchill, d'une voix tremblante, lance sa phrase célèbre. « Je préfère qu'on me conduise sur le champ dans le jardin pour m'abattre, plutôt que de laisser souiller mon honneur et celui de mon pays par une telle abomination. » Roosevelt n'est pas encore intervenu dans la discussion. Comme Staline se tourne vers lui, il essaie de détendre l'atmosphère par une boutade. Je me rends compte qu'il faudra trouver un compromis. Nous pourrions peut-être renoncer au chiffre de 50 000 hommes à fusiller, pour nous mettre d'accord sur, disons, 49 500. Russes et Américains éclatent de rire. Les Britanniques se taisent. Eden cherche le regard de Churchill et lui fait un signe d'apaisement. Mais le premier Anglais est incapable de se calmer. Il quitte la table pour s'isoler dans une pièce voisine. Planté devant la fenêtre, la tête rentrée dans ses épaules massives, il contemple le jardin nocturne. Mais à peine une minute plus tard, Staline et Molotov viennent le chercher en affirmant qu'ils ont simplement voulu plaisanter. À vrai dire, Churchill ne les croit qu'à moitié. Cependant, il accepte de retourner dans la salle. L'incident aura du moins permis de préciser les positions. D'un côté, l'on voudrait passer les criminels de guerre par les armes, sans autre forme de procès. De l'autre, les juger dans les règles. Divergence qui ne présage rien de bon pour la décision commune des Alliés. Plus d'un an après Téhéran, en février 1945, le poids litigieux figure à l'ordre du jour de la conférence de Yalta. Sujet scabreux que Staline aborde avec un déplaisir évident. Ses sourcils touffus se contractent lorsque Churchill déclare « Bien sûr,
Il serait très commode de dresser une liste des principaux criminels de guerre, de les retrouver et de les identifier parmi la masse des prisonniers que nous avons fait et ferons encore, puis de les coller au mur. Je pense néanmoins que nous devrions faire un grand procès. Staline reste sombre, impénétrable. Pour l'instant, la discussion n'a qu'une portée théorique, alors que lui-même, dans les régions reprises aux Allemands, a déjà résolu le problème d'une manière éminemment pratique. Dès le 15 décembre 1943, a eu lieu à Kharkov le premier procès de criminels de guerre. Une simple farce. Après un interrogatoire de pure forme, les accusés, 3 officiers de la Wehrmacht, ont été passés par les armes. C'était net, sans bavure, et tellement expéditif. Alors que dans un procès digne de ce nom, qui se déroulerait sous les yeux de l'opinion publique mondiale, les débats risqueraient de révéler des faits pénibles, faits que les accusateurs préféreraient garder secrets. D'ailleurs, qui faudrait-il mettre en accusation? Uniquement des criminels dans le sens habituel du terme, de vulgaires assassins par exemple, ou même des hommes appartenant à une catégorie très différente, financiers, chefs militaires, industriels, hauts fonctionnaires? Et que va-t-on leur reprocher? Les Américains ont imaginé des chefs d'accusation que le droit international ignore jusqu'à présent, comme celui de la conjuration ou encore la guerre d'agression. Notions nouvelles, mal définies, et qui seront sans doute difficiles à manier. Allons, tout cela est encore bien vague. Staline retrouve sa bonne humeur. Vous n'oubliez pas Rudolf Hess, j'espère, fait-il demander par l'interprète. Au fait, que devient-il, ce faux héros? Il est traité en prisonnier de guerre. Vraiment? Eh bien, si nous laissions cette question à nos ministres des Affaires étrangères, ils arriveront sans doute à se mettre d'accord. J'aimerais que nous parlions un peu de l'offensive anglo-américaine à l'ouest. Des dossiers sont refermés, remplacés par d'autres. On fera semblant de considérer le problème comme résolu. Mais très vite, il reviendra sur le tapis. Cette fois, avec des rôles intervertis. L'idée du grand procès, cher à Churchill, ne passionnera plus personne.